qui est merveilleux dans l'aviation, c'est qu'il se passe toujours des choses absolument extraordinaires. Mais ce qui est encore mieux, c'est que du rétex, le retour d'expérience, est partagé afin de faire grandir le collectif, l'industrie et dans ce cas-là, les forces armées de manière générale. Ces retours d'expérience sont disponibles en source ouverte et aujourd'hui, nous allons aller en Afrique pour une éjection qui a eu lieu lors d'une mission de guerre, ce qui est assez rare pour être souligné. C'était il n'y a pas très longtemps, le 20 juillet 2021, dans un pays qui est actuellement au cœur de l'actualité, le Niger. Alors comment est-ce qu'un équipage de Mirage 2000D s'est retrouvé à s'éjecter à cause d'un sac pilote non certifié? Je vous propose de découvrir ça juste après le jingle. Roger ball. Comme vous le savez, nos vidéos sont chapitrées. Vous pouvez donc regarder en dessous et aller directement au chapitre qui vous intéresse si vous êtes pressé. Sinon, comme d'habitude, nous allons commencer par un petit peu de culture générale, un petit peu de prise de recul. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le Niger, ce très grand pays de 22 millions d'habitants en 2020, qui est frontalier de l'Algérie, de la Libye, du Tchad, du Nigeria, mais également du Burkina Faso ou encore du Mali, qui, avant, au 19e siècle, appartenait à l'Afrique occidentale française, qui est devenue ensuite une colonie distincte en 1922 et a eu son indépendance en 1960. On y trouve de l'or, du fer, du charbon, de l'uranium, avec par exemple le gisement d'Inararen, qui est exploité par Areva, maintenant c'est Orano, qui serait la deuxième plus grand gisement d'uranium au monde, juste après McArthur River au Canada, qui aurait un potentiel de 5000 tonnes d'uranium en 35 ans et qui est tout simplement le plus important d'Afrique. Le Mirage 2000D, que faisait-il dans cette région? Et pour le coup, l'éjection était au sud Ombari, donc au Mali, il appartenait à l'opération Barkhane, opération qui a duré 8 ans, 3 mois et 8 jours, qui a commencé le 1er août 2014, qui s'est terminé récemment le 9 novembre 2022, qui avait comme objectif d'aider les alliés contre des groupes salafistes djihadistes dans le Sahel. Ça a remplacé les opérations Serval et Épervier. C'était en partenariat avec 5 pays de la zone, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Vous l'avez sûrement suivi dans les actualités, nos relations se sont passablement dégradées avec ces pays-là ces derniers mois. Mais il y avait donc le poste de commandement qui était à N'Djamena, au Tchad, environ 3000 hommes déployés au début, 200 blindés, 200 véhicules logistiques, 4 drones, 6 aéronefs de combat, une vingtaine d'hélicoptères, une dizaine de transports, d'avions de transport également. Et on a connu en 2018 4500 hommes, en 2020 5100 hommes. Même des partenaires sont venus. L'Angleterre est venue avec des CH-47, les Estoniens. On a également la République tchèque qui est venue ou encore des Suédois. Et cette opération Barkhane, a tout de même coûté la vie à 49 militaires français. Vous avez probablement entendu parler le 25 novembre 2019 de 13 décès lors de la collision entre un tigre et un cougar. On pourra en reparler sur la chaîne si ça vous intéresse, dites-le moi. Et sinon, avec le décès du caporal-chef Maxime Blasco qui avait été très médiatisé pour ses faits d'armes, où il a notamment sauvé des équipages d'hélicoptères sous le feu ennemi. Notre mission du jour, ce 2000D, il va décoller en patrouille avec un Mirage 2000C qui vient d'Orange, ils sont basés là-bas, mais là ils vont décoller de la base de Niamey. Niamey, c'est autre que la capitale du Niger qui a vu sa démographie absolument exploser. C'est au bord du fleuve Niger, qui est quand même le 3e fleuve d'Afrique, qui est juste après le Nil et le Congo, qui fait 4184 km, et c'est intéressant de noter, il n'y a que 15 ponts. 15 ponts sur quasiment 4200 km. Niamey, devenue la capitale du Niger en 1926, elle est située assez bas, 180 à 200 mètres d'altitude. Elle comptait 600 habitants en 1901. Ça c'est important parce que vous allez voir l'évolution. 3000 habitants en 1930,
30 000 habitants en 1960, 250 000 20 ans après en 1980, 750 000 25 ans après en 2005. En 2011, 6 ans après, on passe de 0,7 à 1,3 million. 7 ans après, 1,8 million. Vous l'aurez bien compris, on a une croissance exponentielle pour cette population à Niamey qui a été fondée, on a entendu parler pour la première fois en 1898. Nian, c'est pour Nia, ça veut dire mon arbre, et Me, en djerma, c'est le rivage où on puise de l'eau. Donc Niamey vient de ça, il y avait un arbre sur la partie gauche du fleuve Niger, et c'est donc de là que vient le terme. L'aéroport est situé à 12 km de la capitale, il tient son nom Hamani Diori, du premier président du Niger. Et pour la petite histoire, c'est à Niamey que Daniel Balavoine a passé ses dernières nuits d'hôtel avant son décès avec ce reste de l'équipage lors du Paris-Dakar. Notre patrouille de combat, comme je vous l'ai dit, c'est 2 aéronefs. Leur mission, faire du close air support, faire de l'appui-feu dans différentes zones pour des troupes au sol. Le leader sera un Mirage 2000D, aéronef biplace, avec un chef de bord, un commandant de bord qui a 33 ans, qui est chef des opérations, donc numéro 3 de l'escadron 2-3 Champagne, d'habitude basé à Nancy. Il totalise 2101 heures de vol, dont 1448 sur 2000D, ce qui est beaucoup, et 585 heures en OPEX, ce qui est énorme. Il faut savoir que les Mirage 2000D font énormément d'OPEX, donc d'opérations extérieures. Ils sont très sollicités. Et son NOSA, son navigateur officier système d'armes, 31 ans, chef de la cellule tactique, donc bien à jour sur tout ce qui est tactique, 1775 heures de vol, dont 1357 sur 2000D et 583 heures, c'est rigolo, c'est le même chiffre, je ne sais pas si on fait un copier-coller, d'opérations extérieures. Ce sont des petits gabarits, le pilote fait 1m72 pour 68 kg et son NOSA 1m73 pour 66 kg. Le Mirage 2000D qu'ils vont piloter, c'est le numéro 623. Il a 5182 heures de vol, c'est donc ça tourne comme avion, et son réacteur, le M53P2, lui a 4119 heures, ça fait 4119 heures qu'il tourne parfaitement grâce à Safran, grâce au mécanicien qui l'entretient. L'avion est sorti de visite il y a 75 heures, c'était sa visite des 15 ans, et le réacteur, lui, il y a 47 heures qu'il a été révisé, c'était sa visite normale au niveau du moteur. En termes de configuration, on part sur 2 RPL, donc ce sont des réservoirs largables de 1580 kg, 2 GBU-12, c'est donc des bombes guidées laser, il faut illuminer en permanence la cible. La bombe avec son kit Paveway 2 va détecter le code laser et guider la munition vers le point désigné par le pod. Il a forcément un pod de désignation laser, derrière 2 lance-missiles qui sont équipés de DDM, de détecteurs de départ missile. Ça nous fait une masse au décollage de 16 tonnes. 16 tonnes 5, c'est le maximum sur 2000D. Et au moment de l'éjection, ils auront 12 tonnes 4. Ils partent avec 6 tonnes de pétrole. Au moment de l'éjection, il leur restera 2 tonnes 5. Pour les accompagner, c'est un Mirage 2000C monoplace, monopilote, sans pod, mais lui, il a le canon de 30 mm et également de la GBU. En termes de conditions météo, on a du 30 degrés, un peu de cisaillement de vent en altitude, mais c'est de la bonne météo. Notre équipage se connaît bien. C'est la 2e OPEX qu'ils font ensemble et ils ont volé en équipage constitué pendant toute la mission. Il y a différentes politiques, fonction des différentes armées. Soit on fait tourner les équipages, soit on les garde ensemble. Si vous les gardez ensemble, ça peut créer des habitudes, ça peut faire des déviations par rapport à la norme. Si vous les faites tourner, eh bien ça va s'assurer que tout le monde est plus à cheval sur les procédures. C'est des choix managériaux. Toujours est-il, la veille, à 17h, il commence sa préparation de mission, il se renseigne sur la météo et sur la zone. À 18h, l'ATO, l'Air Task Order, tombe et il se retrouve face à la demande de l'état-major qui est de faire plusieurs créneaux de close air support de 45 minutes à 90 minutes à chaque fois avec 4 zones différentes à traiter au Niger ou au Mali avec entre chaque du transit et du ravitaillement. Il prépare la mission, il la brief, dont la partie éjection en territoire ennemi. Le NOSA se spécialise sur la partie tactique, le pilote sur la partie aéronautique. C'est bien le 2000D qui brief, le responsable de la patrouille, ils seront accompagnés par le 2000C. Ils vont au dîner, 23h15 au lit, 4h40 le lendemain matin, rendez-vous. Donc oui, ça fait une nuit courte, en plus il fait chaud, et ils sont sur leur dernière semaine d'OPEX, ils ont donc la fatigue accumulée, d'autant plus forte qu'ils ont énormément volé dans les 30 derniers jours, et ils ont dû plusieurs fois passer à la visite médicale pour pouvoir
augmenter leur quota d'heures. Ce sont des vols longs, des vols fatigants pour l'organisme. Ils sont donc forcément fatigués en cette fin de détachement. Ils arrivent à l'avion à 5h35 du matin. Ils vérifient que tout va bien. Le Mirage 2000 a bien son pod. C'est 2 bombes de 250 kg. C'est mon détecteur de départ missile. Le 2000C est prêt également. Et là, il y a pas mal de choses à emporter. Le pilote, il prend avec lui des jumelles, un appareil photo de dotation, son sac personnel avec également une gourde, de la nourriture, de la documentation, sa tablette de dotation et également une batterie pour celle-ci. Il faut savoir que le Mirage 2000D, comme le Mirage 2000 de manière générale, en fait ça a été réfléchi le 2000 pour faire un intercepteur au-dessus du territoire national. Vous mettez pleine charge, vous montez, vous interceptez un bombardier soviétique, vous l'abattez, vous rentrez. Ça n'a pas été réfléchi pour faire des vols longs. C'est donc des cabines étroites et il n'y a pas beaucoup de place pour mettre tout ça. Il n'y a pas de rangement, c'est pas un F-15 et donc du coup il va falloir poser tout ça un petit peu sur les boutons. Il fait avec, on est habitué et il a également son petit système, ses petites poches en cas de besoin urinaire. L'équipage met en route sur ordre, ils vont rouler, s'aligner sur la piste 27 gauche et le décollage se fait à 6h10 du matin. Il fait encore nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de faire un lever de soleil dans le désert, c'est absolument merveilleux, mais un lever de soleil dans le désert depuis un cockpit d'avion de chasse en moyenne altitude, ça reste dans votre mémoire toute votre vie. Coucher de soleil également, moi je me rappelle mes plus beaux couchers de soleil, c'était le nord de l'Irak, c'est des lieux absolument magnifiques d'un point de vue couleur. Toujours est-il, ils ne sont pas là pour profiter du paysage, sauf peut-être un petit peu dans les transits et encore. Ils vont enchaîner la première phase tactique à la deuxième. Il va falloir ravitailler, le pétrole coule assez vite sur M53, il faut falloir refaire le plein, et ils ont 40 minutes de transit avant de venir se préparer pour la deuxième phase tactique et le deuxième ravitaillement. À 9h10, ils attaquent la deuxième phase d'appui sol. Tout se passe bien, c'est assez calme. À 9h40, la vessie est pleine et vous ne voulez pas garder votre vessie pleine dans un avion de chasse et même dans une voiture. Pourquoi? Parce qu'en cas d'éjection, en cas d'accident, en cas de décélération brutale, une vessie pleine, forcément, va être impactée par la force G, par le facteur de charge et risque de se déchirer. Donc vous voulez faire pipi, tout simplement. Et c'est donc ce qu'il va faire en annonçant, de manière très professionnelle, procédure de miction. Alors, procédure de miction, qu'est-ce que ça veut dire sur Mirage 2000D? Ça veut dire qu'il faut faire toute une checklist. Cette checklist, elle dit quoi? Elle dit que pour commencer, le pilote en place avant va passer son éjection sur solo. Pour éviter que lors d'une procédure de miction, vous ne tiriez sur la poignée d'éjection et que ça catapulte les deux personnes hors du cockpit, vous passez votre sélection d'éjection sur solo. Ensuite, vous allez mettre la sécurité au niveau du siège pour vous assurer que le siège ne parte pas. Ensuite, vous allez lever le siège le plus haut possible, mettre les palonniers le plus loin vers l'arrière pour récupérer de la place, détacher votre harnais, retirer les sangles, les baquettes. Donc là, vous êtes sur un siège éjectable qui est sécurisé et s'il y a un souci, vous ne pouvez pas vous éjecter, vous n'êtes pas accroché au siège. Derrière, vous sortez la pochette, vous urinez, vous rangez la pochette dans le rangement à carte côté droit. Ensuite, derrière, vous devez vous rattacher, vous rebreller comme on dit, retirer la sécurité siège pour réarmer votre siège, repasser le sélecteur d'éjection sur biplace, redescendre votre siège et réajuster votre palonnier. C'est pas un sport de masse, ça prend du temps. Et on ne s'y entraîne pas à terre, on s'y entraîne généralement qu'en OPEX. Personnellement, ma première procédure de miction, dans la marine, on n'avait pas vraiment cette checklist-là, c'était comme tu peux, et je me rappelle, c'était en arrivant sur la ville de Ramadi, où après le transit et tout, j'avais vraiment besoin, et on n'a pas vraiment de formation. Alors juste pour préciser, là on est avec une pochette. Il y a 3 teams. Il y a la team couche, il y a la team pochette, et il y a la team Pénilex. L'étui pénien. Avant la mission, vous mettez une sorte de capote avec un tuyau et après, en vol, vous allez sortir votre matériel, le brancher à un tuyau qui va être relié à un container souple. Moi, je le mettais au niveau de la jambe gauche et vous remplissez tout ça et vous seriez étonné du litrage que l'on peut sortir sur 7 heures de vol. Bref, assez sur ce sujet-là, mais vous allez voir, il est absolument central dans la perte de ce Mirage 2000D. C'est donc un vrai sujet. Notre pilote s'étant soulagé, il peut maintenant aller ravitailler et faire sa rejointe. Donc il annonce qu'on va partir sur le ravitailleur et le Mirage 2000D prend le lead, prend un cap 150, 12 000 pieds. Le Mirage 2000C se rapproche en formation militaire hop derrière, environ 200 mètres arrière droit. Et au moment de la rejointe, à 10h01 pour être précis, le pilote va tout simplement baisser son siège. Pourquoi est-ce que vous voulez baisser votre siège? De manière à mieux voir le tanker, c'est plus sécu et c'est plus confort pour le ravitaillement.
permet de mieux voir à travers la vitre parce qu'il y a un arceau verrière sur Mirage 2000, sur Rafale également. Sauf que, en baissant son siège, ce qui est quelque chose qui se fait avec un petit moteur qui peut avoir 7000 Newton de force, à ce moment-là, le NOSA, il ressent 2 à-coups sur l'axe horizontal et une alarme s'allume. L'alarme BP, basse pression. Le débitmètre apparaît comme étant à 0. Le NOSA annonce BP rouge, on a le moteur qui dévisse. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus la pression d'essence nécessaire pour aller donner du carburant, donner de l'énergie au réacteur. Ce dernier dévisse, ce dernier est en train de s'arrêter. Le 2000D, je vous rappelle, est un monomoteur. Donc là, vous avez 2 avions de chasse en patrouille, en train de se rapprocher d'un ravitailleur au-dessus du Mali, zone où il y a des djihadistes, monomoteur en forme d'enclume, et 12 000 pieds seulement, 4 000 mètres au-dessus du sol, pas de moteur. Première chose à faire, aviate, piloter l'avion. Le pilote pousse sur le manche, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il va chercher de la vitesse. Il faut de la vitesse pour rallumer. Il faut du flux d'air, sinon vous risquez de cramer votre moteur au sens premier du terme, d'avoir un dépassement en termes de température, ça ne va pas bien fonctionner. Donc il faut de la vitesse, même pour garder la contrôlabilité de l'aéronef. En faisant ça, forcément le pilote repasse un peu la tête dans la cabine, il va regarder pour faire le redémarrage, tout ça, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'au niveau de la platine droite, les pompes carburant, c'est bon, mais là, il se rend compte que le RCF est cassé en position à gauche. Le RCF, qu'est-ce que c'est? C'est le robinet coupe-feu. Ça vient couper l'arrivée de carburant vers le réacteur. Il n'existe aucune procédure pour l'utilisation de ce robinet coupe-feu en vol sur Mirage 2000D. Ce doit être uniquement utilisé au sol pour des opérations de maintenance ou en cas de feu réacteur, par exemple au roulage ou à la mise en route. C'est donc un bouton qui est très sécurisé comme vous pouvez le voir. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que ce robinet coupe-feu, le bouton, est cassé. Il est arraché et il ne peut pas le remettre dans sa position ouverte. Il ne peut pas redonner accès au carburant vers le réacteur. Il essaye, il retire ses gants, il essaye avec ses ongles, mais en fait, le bouton est cassé environ quelques millimètres sous le niveau du baquet droit. Alors là, forcément, augmentation énorme du stress pour le pilote qui ne comprend pas, c'est un cas absolument non conforme. J'ai jamais vu un compte-rendu d'enquête avec des boutons cassés dans le cockpit, quelque chose de nouveau qui surprend. Forcément, le pilote, il est plus du tout dans son meilleur état intellectuel. Le Mirage 2000C, l'équipier, bon équipier, voit forcément le leader descendre, entend le message du NOSA, et là, qu'est-ce qu'il leur dit? Il est proactif. Un bon équipier, c'est proactif. L'art du followership, c'est ça. Vous mettez à la place du leader, vous dites qu'est-ce que je ferais dans son cas. Si vous voyez qu'il ne le fait pas, vous lui donnez, hop, des petits conseils. Et là, il leur dit, larguez les charges. Excellent travail de l'équipier. Que fait le pilote à ce moment-là? Il va appuyer sur le largage détresse, les 2 bidons vont partir, mais qu'une seule bombe sur les 2, car son appui sur le bouton de largage détresse est trop court. Pour que tout parte, il faut rester appuyé plus d'une demi-seconde, et là, il reste appuyé un petit peu trop court, donc il a les 2 bidons et une bombe qui partent, une bombe qui reste accrochée. Le rallumage est un échec, il n'arrive pas à remettre le robinet coupe-feu dans la bonne position, et là, le NOSA, qui a plus de recul, qui n'est pas en train d'essayer de s'arracher les ongles à remettre le bon bouton, et lui dit là, il va falloir s'éjecter. Ils font un mayday à la radio, virage par la droite pour s'assurer que c'est dégagé et amener l'avion vers une zone où il n'y aura pas de suraccident, il n'y a pas de population. Excellent réflexe du pilote, il vient se mettre en léger cabré. On avait parlé dans la vidéo du Sukhoi 25 où le pilote n'avait pas survécu au large de la Russie. Eh bien, le fait de venir se mettre en léger cabré va optimiser votre capacité pour siège éjectable à vous sauver. Vous allez réduire la vitesse verticale et va réduire également dans certains cas sur certains sièges l'impulsion initiale. Ils sont à 3000 pieds, millimètres sol, et là, ils s'éjectent. Le Mirage 2000C est descendu, mais quand même resté en sécurité à 8500 pieds. L'avion va venir s'écraser à 5 km 5, 198 pour 5 km 5 du lieu de l'éjection. Il y aura une explosion au moment de l'impact, mais pas d'incendie derrière. Sur le lieu de l'éjection, on retrouvera différents morceaux, le canon du siège, le lance-leurre, le moteur, un pneu. Et plusieurs kilomètres en amont, on retrouvera les bidons de la bombe. Vous ne voulez pas laisser des bombes comme ça éventuellement à l'adversaire, vous voulez les faire détonner pour éviter que l'adversaire puisse les réutiliser et en faire des engins explosifs incendiaires improvisés. Après un petit peu de temps sous voile, le NOSA
se pose en toute sécurité face au vent. Le pilote de son côté va essayer d'éviter un petit arbre et il va se blesser au niveau du genou gauche et de la cheville droite. Ils sont pas loin l'un de l'autre. Le NOSA sécurise la zone avec son arme de poing. Le pilote sort sa radio, sa PRC, et là il va contacter le 2000C, faire savoir qu'ils sont en bonne sécurité. Le 2000C va calculer son pétrole, rester sur zone, rendre compte. Et la mission de CESAR, Combat Search and Rescue, ou RESCO, Recherche et Sauvetage de Combat, comme on dit en français, va être lancée pour venir récupérer l'équipage. L'équipage sera secouru par un hélicoptère, puis emmené vers un hôpital où ils seront secourus et leur vie n'aura pas de souci. Le BEAD va lancer son enquête avec cette spécificité que nous sommes sur une zone où il y a un conflit en cours. Alors que s'est-il passé pour que 3 heures, 51 minutes et 30 secondes après le décollage, ce Mirage 2000D soit perdu, ce bouton soit arraché? C'est une véritable enquête à laquelle va se retrouver confronté le bureau enquête analyse étatique. Et une chose une autre, ils vont tester une multitude d'hypothèses différentes. Et c'est finalement en isolant le cas du petit sac pilote qui a différentes lanières qu'ils vont se rendre compte que lors de la procédure de miction, il a fallu bouger ce petit sac pour pouvoir passer le sélecteur de séquence d'éjection de dual à monopilote, que le petit sac a été déplacé, qu'une lanière a été déplacée et qu'après, en bougeant le siège, eh bien, avec l'angle qui va bien, 28 degrés, et le déplacement qui va bien, un minimum 36 mm, il était possible pour qu'une de ces lanières, qui d'un côté s'accroche au siège éjectable, qui bouge avec le réglage du siège, et de l'autre côté s'accroche à ce bouton ultra sécurisé pour lequel il faut lever un cache et ensuite tirer avant de pouvoir le basculer, et bien qu'il était possible, en bougeant le siège, de tirer sur cette lanière, de faire sauter la sécurité du bouton, faire bouger le bouton, fermer le robinet coupe-feu et pire que tout, arracher le bouton avec une force supérieure à 507 newtons. Or, quand on bouge le siège, comme je vous le disais, c'est une force de 7000 à 8000 newtons. À partir de là, avec un enchaînement improbable d'événements, ce sac à casque pilote non certifié a pu lever le robinet coupe-feu, l'actionner, couper l'arrivée de pétrole au réacteur et empêcher, rendre impossible le redémarrage d'un réacteur qui pourtant est en parfait état à cause de cet interrupteur qui n'a pas de redondance, qui se retrouve cassé. C'est donc un petit sac pilote qui a fait perdre le Mirage 2000D numéro 623 et qui aurait pu coûter la vie à 2 membres d'équipage français. Alors là, c'est absolument incroyable pour le bureau enquête analyse qui va pouvoir creuser justement le pourquoi du comment. Ils vont se rendre compte qu'il y a un déficit de formation pour tout ce qui est procédure de miction, que les sacs forcément sont tolérés dans l'espace de cabine, qu'ils protègent des FOD ou des OBIB, comme ils disent dans l'armée de l'air, des objets baladeurs indésirables à bord, c'est un vrai terme, hein, je vais vous le redire, les OBIB, objets baladeurs indésirables à bord. On en a parlé avec le crash du CH-47 et des iPads, qu'il y a eu une multitude de rétex, de retours d'expérience par rapport à cette problématique de cabine étroite, que un compte rendu sur 5 de retour d'OPEX parle de ces soucis de cabine où il manque du rangement et que ce rétex n'a pas été capitalisé. Les gens ont fait des comptes rendus, mais ça n'a pas amené à une modification des pratiques ou du matériel et au final, il a fallu la perte de cet aéronef, la mise en danger de ces 2 personnels, la perte opérationnelle sur le théâtre pendant quelques temps pour qu'on se rende compte, pour qu'on pose des crayons et qu'on adresse ce problème lié à la procédure de miction qui n'a pas tant été réfléchie que ça, à l'emport à bord de matériel qui n'a pas tant été réfléchi. Et on voit bien que même dans l'aérien, alors qu'on est ultra rigoureux, qu'on cherche cette intégrité, faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde, s'il y a un point qui n'est pas adressé, eh bien, il peut vous amener à l'éjection. Au-delà de l'aspect technique et même organisationnel, il est très intéressant de voir comment le pilote, très expérimenté, se retrouve à faire une focalisation d'attention, une tunnelisation mentale sur cet interrupteur du robinet coupe-feu. C'est un cas qu'il n'avait jamais anticipé, c'est normal, et il se retrouve presque désemparé et
là, je vais m'avancer personnellement, mais j'ai envie de dire, il se sent coupable. Si ça m'était arrivé, je me serais senti coupable. Vous dites, c'est pas possible, j'ai fait quelque chose de mal. Il y a ce sentiment de culpabilité qui, chez le professionnel classique sur lesquels nous sommes sélectionnés d'un point de vue, je vais presque dire psychologique, on va vouloir réparer notre erreur. Et ça risque de nous amener à nous focaliser sur la problématique, à essayer de réparer l'erreur que l'on a faite pour redémarrer le moteur et ne pas amener à des conséquences funestes. Et là, clairement, c'est grâce au NOSA, grâce à la place arrière qui a plus de recul, qu'il va attirer son attention sur l'altitude à laquelle ils sont, qu'il faut arrêter d'essayer de redémarrer le moteur, arrêter d'essayer de passer le RCF sur l'avant et qu'il faut maintenant se préparer à s'éjecter dans les meilleures conditions. Il est d'ailleurs intéressant de voir que le NOSA qui donne l'impression de s'éjecter dans de meilleures conditions psychologiques ne va pas être blessé, là où le pilote qui doit se sentir coupable, clairement, lui se retrouve à s'éjecter et à se blesser, même si vous allez me dire ça n'a rien à voir. C'est une statistique intéressante qui est que généralement les pilotes qui s'éjectent sans se sentir coupable de quoi que ce soit, ont tendance à moins être blessés que des pilotes qui s'éjectent dans de mauvaises conditions ou en se sentant un petit peu coupable de la situation dans laquelle ils ont mis l'aéronef. Là, c'est purement subjectif, mais ça me vient d'un retour d'expérience de l'aviation des années 80 en France, où là, c'était assez clair. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Autre point intéressant, c'est celui du largage des tresses. Le bureau enquête analyse s'est rendu compte que les équipages étaient formés à faire ce largage de charge, mais que l'entraînement n'était pas réaliste et qu'ils n'étaient pas sensibilisés à appuyer assez longtemps sur le bouton. En situation d'urgence, rester appuyé plus de 0,6 secondes, c'est très long. Autre point encore, et ça revient sur ce que je voulais juste avant, le pilote s'est éjecté avec sa tablette sur la cuisse, ce qui est forcément accidentogène. La procédure voudrait que normalement on doit retirer la tablette, la poser sur la partie gauche, la banquette gauche, avant l'éjection, ce que le NOSA a fait, ce que le pilote qui était vraiment pris par ce RCF n'a pas fait. Il ne s'est pas mis dans de bonnes dispositions pour son éjection et a été blessé. Le NOSA de son côté a perdu son casque lors de l'éjection, donc il y a une explication au niveau de la jugulaire, mais dans certains cas, il semblerait que vous puissiez vous faire arracher votre casque à cause des suspentes au moment de l'extraction de la voile. Autre point intéressant, c'est celui de la charge de travail quand on est à terre avant les déploiements. Le pilote et le NOSA n'avaient pas participé au stage de survie refresher d'une journée à Cazaux avant de partir en opération. Ça faisait 3 ans que le pilote n'avait pas fait de refresher stage de survie, 4 ans pour le NOSA. Il y a une certaine banalisation de l'OPEX, surtout pour des combattants qu'on en fait autant, et on se rend compte, une fois qu'on est au sol, qu'on est du gibier, qu'on est l'ennemi public numéro 1 à attraper pour les combattants adverses, eh bien qu'on regrette peut-être bien de ne pas être à jour au niveau de ces entraînements-là. Et dans ce cas-là, le pilote avait très mal. Ils ont pris la trousse à pharmacie et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de petits guides avec cette trousse. Forcément, vous n'avez pas de 4G, vous pouvez pas googler quel cachet prendre quand vous avez mal au sol, à ce moment-là au milieu du désert, et donc ils ont préféré ne pas prendre de cachet que administrer un mauvais cachet, ce qui a amené le pilote à souffrir plus que de raison, par manque de formation et manque de compétences, et tout simplement de connaissance du matériel de survie. Quand vous avez plusieurs antalgiques à prendre, et que vous ne savez pas la quantité ou quoi faire, forcément, peut-être que rajouter une petite notice dans la trousse ne ferait pas de mal. Toujours est-il, vous avez vu qu'au combat, tout ce qui peut arriver arrivera, que dans l'aviation également, prenez combat, prenez aviation, vous avez une déviation dans l'utilisation du matériel. Le 2000 n'a pas été réfléchi pour faire des vols de 6-7 heures, pourtant la guerre, les besoins du service le demandent, il faut donc s'adapter. Si on s'adapte sans faire toutes les études et étudier les 360 degrés possibles, mettre en place la bonne procédure avec les pilotes d'essai et le CEAM, on se rend compte qu'il peut y avoir des petites failles procédurales. Ce jour-là, il n'y a pas eu de mort. Néanmoins, un Mirage 2000 a été perdu. L'action a été entachée. Si les forces spéciales avaient eu besoin, on n'aurait pas pu aller les aider à ce moment-là, surtout que le 2000D n'a pas de pod. Bref, cela a montré des failles sur lesquelles il faut maintenant capitaliser dans les forces armées. Et encore une fois, ça nous montre bien que 90% du succès de nos missions est dans la préparation. Je vous dis à très bientôt en conférence, en formation, sur un séminaire. On fait un séminaire en mai prochain. On fait des séminaires pour vos entreprises de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a tout sur debrief.org. Et l'art du followership, c'est ce qui permet aux équipes, aux collectifs d'atteindre un niveau supérieur, parce qu'en France, on nous forme énormément au leadership. Mais là, on le voit bien. Le 2000D, en faisant son annonce, en étant un follower proactif, en sachant créer de la valeur au bon moment, en sachant à communiquer efficacement, il a su impacter son leader, lui permettre de libérer les charges, de libérer de la traînée
et du poids au niveau de son aéronef, ce qui lui a permis de planer plus longtemps et de s'éjecter avec plus de marge. Parce qu'on a vu, il y a quand même eu un blessé sur les deux, ça aurait pu être pire sans ça. Allez, fly safe, et si vous devez vous éjecter, prenez une bonne position, retirez la tablette, on ne sait jamais, et faites votre procédure en miction avant. Fly safe.